La dernière note de la valse venait de s'éteindre. Dans la grande salle de réception du domaine de la Chênaie, les rires fusaient encore, légers, cristallins. Les invités, un verre de champagne à la main, échangeaient des sourires complices. La lumière dorée de fin d'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées, caressant les robes élégantes et les costumes sombres. Tout n'était que luxe, joie et promesse. Léa, dans sa robe d'un blanc immaculé, se tenait au centre de la petite estrade installée pour les discours. À côté d'elle, Antoine, son mari. Son mari. Le mot résonnait encore étrangement à ses oreilles. Il y a une heure à peine, devant le maire de Versailles, il lui avait passé la bague au doigt. Elle flottait sur un nuage. Un rêve de petite fille devenu réalité. Épouser Antoine, c'était entrer dans un monde qui n'avait jamais été le sien. Un monde de grands domaines, de noms de famille à particules et de certitudes tranquilles. La musique s'est tue complètement. Une pause. Le moment suspendu avant le prochain toast. C'est à cet instant précis que Martine, la mère d'Antoine, s'est levée de la table d'honneur. D'un pas lent, délibéré, elle s'est avancée vers l'estrade. Le bruit sec de ses talons sur le parquet a capté toutes les attentions. Un silence curieux a commencé à s'installer. Martine était une femme dont la simple présence imposait le respect. Ou la crainte. Son tailleur d'un bleu glacial semblait taillé dans l'armure. Pas un cheveu ne dépassait de son chignon impeccable. Arrivée sur l'estrade, elle n'a pas regardé son fils. Son regard n'a même pas effleuré Léa. Elle s'est arrêtée juste en face de la jeune mariée, le visage fermé, impénétrable. Puis, d'un geste sec, méprisant, elle a ouvert son sac à main de luxe. Elle en a sorti une liasse de documents, maintenus par un simple trombone. Et elle les a jetés pas dans la main de Léa. Pas sur la petite table à côté. Non, elle les a jetés aux pieds de la jeune femme. Les feuilles blanches se sont éparpillées sur le sol, comme des pétales souillés. La robe de Léa en a touché une. Un hoquet de surprise a parcouru l'assemblée. Les sourires se sont figés. Les verres de champagne sont restés en suspens. La voix de Martine a tranché l'air, nette, puissante, sans la moindre trace d'émotion. Une voix faite pour être entendue. Pour humilier. Et signe-moi ça. Le ton n'admettait aucune réplique. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Léa est restée figée, le souffle coupé. Elle ne comprenait pas. Son cerveau refusait d'analyser la scène. Une blague? Une mise en scène cruelle? La voix de sa belle-mère a claqué une seconde fois, plus forte encore, pour que personne dans la salle ne perde un seul mot du spectacle. Ce mariage n'est qu'une formalité. Signe. Le sang a quitté le visage de Léa. Elle est devenue blême. Ses mains se sont mises à trembler. Lentement, comme une automate, elle s'est penchée, le dos courbé sous le poids de 200 paires d'yeux. Sa magnifique robe traînait maintenant sur ses papiers. Ses doigts tremblants ont ramassé une feuille puis une autre. En haut du premier document, en lettres capitales, une phrase imprimée noir sur blanc. Demande de divorce. Les mots dansaient devant ses yeux. Demande de divorce. Le jour de son mariage. 1 heure après avoir dit oui. Le silence dans la salle était total, absolu. Un silence de mort. On aurait pu entendre une plume tomber. Puis, le silence a été brisé par un murmure. Un chuchotement collectif, qui a enflé comme un venin se propageant dans la pièce. Des regards curieux, gênés, certains, satisfaits. Quelques invités se sont levés de leurs chaises, non pas par indignation, mais pour mieux voir. Pour ne rien manquer du spectacle. L'humiliation. Publique. Totale. Léa a senti les larmes monter, brûlantes. Mais elle ne pleurerait pas. Pas devant eux. Pas devant elle. Dans un dernier espoir,
Un réflexe de survie, elle a tourné la tête vers Antoine. Son mari. L'homme qui, il y a une heure à peine, lui avait juré amour et protection. Il devait dire quelque chose. Mettre fin à ce cauchemar. Défendre sa femme. Il se tenait là, immobile, le regard fuyant, fixé sur un point invisible au fond de la salle, pas un mot, pas un geste pour la défendre, pas un regard pour la soutenir, rien. Son silence était une approbation, son silence était une trahison, son silence venait de signer la fin de tout. Et Léa a compris, ce mariage n'était pas une union, c'était un piège, il venait de se refermer. Léa ne venait pas de ce monde. Pas du tout. Ce monde de domaines prestigieux, de chèques à 6 chiffres et de conversations à double sens, c'était le monde d'Antoine. Pas le sien. Elle avait grandi à Rambouillet, dans un pavillon de banlieue, tout ce qu'il y a de plus normal. Loin de l'agitation et des codes de Versailles. Son père était artisan, un menuisier fier de son travail, dont les mains portaient les marques de son labeur. Sa mère était secrétaire dans un collège, une femme douce qui avait toujours veillé à ce que ses enfants ne manquent de rien, même si cela signifiait compter chaque sou à la fin du mois. Chez Léa, on ne parlait pas d'héritage, d'actions en bourse ou de nom de famille à protéger, on parlait de respect. De travail bien fait. D'honnêteté, et d'amour. Pour elle, l'amour sincère, c'était le seul capital qui vaille. La seule chose qui pouvait vraiment vous rendre riche. Une idée simple. Peut-être naïve, vue de là où elle se trouvait maintenant. Elle se souvenait encore de ce soir-là, un an plus tôt, sur les bords du Grand Canal, dans le parc du château de Versailles. Le lieu de leur premier rendez-vous. Antoine avait mis un genou à terre. C'était cliché, c'était comme dans les films, mais son cœur avait explosé de joie. Pourtant, même à travers le bonheur, une petite voix lucide lui avait murmuré d'être prudente. Après les larmes de joie, elle lui avait posé la question, simplement, le regard droit dans le sien. Antoine, tu es sûr? Ton monde, ce n'est pas le mien. Ta famille, tes amis. Je ne suis pas comme eux. Ta mère, elle ne m'acceptera jamais. Je ne saurais pas comment me comporter, quoi dire. J'aurais peur de faire une gaffe à chaque seconde. Il avait souri, un sourire tendre, rassurant. Le sourire qui lui avait fait baisser toutes ses gardes. Il lui avait pris les mains, les serrant dans les siennes. C'est toi que j'épouse, Léa. Pas ton milieu social. C'est de toi que je suis tombé amoureux. De ta gentillesse, de ton rire. Le reste, c'est du bruit. On s'en fiche. Ma mère finira par comprendre. On s'en fiche, ces mots résonnaient maintenant dans sa tête avec une ironie cruelle. Et elle l'avait cru, aveuglément. Alors, elle n'avait rien demandé. Rien n'exigeait, quand la famille d'Antoine avait imposé ce mariage grandiose au domaine de la Chênaie, avec une liste d'invités qu'elle ne connaissait même pas à moitié, elle s'était sentie presque gênée. Intimidée. Pour elle, une simple cérémonie à la mairie de Rambouillet, entourée de sa famille et de ses quelques vrais amis, aurait été le plus grand des bonheurs. Mais elle n'avait rien dit. Pour ne pas faire de vagues. Pour lui faire plaisir. Pour prouver qu'elle pouvait s'intégrer. Elle avait simplement mis sa plus belle robe, une robe qu'elle avait choisie avec sa mère, non pas pour son prix, mais parce qu'elle la trouvait belle. Elle était venue aujourd'hui avec un cœur simple et ouvert, croyant sincèrement qu'elle allait célébrer le plus beau jour de sa vie. Elle pensait que l'amour pouvait construire un pont entre leurs deux mondes, qu'il pouvait effacer les différences de classe, les préjugés, le mépris silencieux qu'elle sentait parfois dans le regard glacial de Martine. Jamais, pas un seul instant, elle n'aurait pu imaginer qu'on l'avait invitée non pas à un mariage, mais à un tribunal. Un tribunal où elle était l'unique accusée, et où le verdict venait d'être rendu, publiquement, sans même lui avoir accordé un procès. En vérité, le malaise avait commencé bien avant les papiers du divorce jetés à ses pieds, bien avant la voix de Martine.
Dès son arrivée dans la salle de réception, 1 heure plus tôt, Léa avait senti qu'elle n'était pas à sa place. Ce n'était pas une impression. C'était un fait. Palpable. Écrit sur les visages, chuchoté dans les conversations. D'abord, il y avait eu les regards sur sa robe. Elle l'aimait, cette robe. Simple, élégante, sans fioritures inutiles. Choisie avec sa mère dans une petite boutique de Rambouillet, après des semaines de recherche. C'était sa robe. Mais ici, dans ce monde où l'étiquette d'un vêtement en dit plus long qu'un discours, sa simplicité était une faute de goût. Une preuve de son origine. En passant près d'un groupe de cousines d'Antoine, elle avait entendu, très distinctement, « C'est ça, la robe de la mariée ?» La réponse avait fusé, à peine plus basse, chargée de mépris. Un peu simple, non ? On dirait du prêt-à-porter. Il n'a pas pu lui offrir mieux que ça ? Elle avait fait semblant de ne pas entendre. Elle avait continué à avancer, le sourire figé sur ses lèvres, mais chaque mot était une petite épingle plantée dans son cœur. Puis, il y a eu le plan de table. Un détail, pour certains. Mais dans ce milieu, un plan de table est une carte du pouvoir. De l'importance de chacun. Elle avait cherché ses parents, son frère. Son cœur s'était serré en les découvrant. Pas à la table d'honneur, bien sûr. Ça, elle pouvait le comprendre. Mais ils étaient tout au fond. Relégués. Et la table la plus éloignée de l'estrade. Presque à côté de l'office des traiteurs, là où le balai des serveurs était incessant. Personne n'avait jugé bon de donner une explication. C'était comme ça. Une évidence. Eux, les gens simples, les petites gens de Rambouillet, n'avaient pas leur place au centre de la fête. Elle avait vu la gêne sur le visage de son père, si fier dans son costume loué pour l'occasion. Elle avait vu sa mère, qui forçait un sourire pour ne pas montrer sa peine. Ils étaient venus avec tant de joie, tant de fierté pour leur fille. Et on leur faisait sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Quand elle en avait glissé un mot à Antoine, il avait balayé sa préoccupation d'un geste de la main. Oh, c'est le plan de table de ma mère, tu sais comment elle est. Elle a dû faire au mieux avec le nombre d'invités. Ne t'en fais pas pour ça. Il n'avait pas compris. Ou il n'avait pas voulu comprendre. Et puis elle était arrivée. Diane. L'ex-fiancée d'Antoine. La femme avec qui il avait passé 10 ans de sa vie. La femme issue du même monde, du même moule que lui. Elle a fait son entrée alors que le cocktail battait son plein. Et soudain, tous les regards se sont tournés vers elle. Elle portait une robe rouge. Rouge sang. Une création d'un grand couturier qui devait coûter plus cher que l'ensemble du mariage de Léa. Elle marchait avec une assurance, une aisance, qui criait « Je suis chez moi ». Elle s'est approchée de Léa, qui se tenait seule un instant, Antoine étant parti saluer un ami. Elle s'est arrêtée devant elle et le elle a souri. Ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire lent, presque prédateur. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Un regard qui la déshabillait, qui la jaugeait, qui la classait instantanément dans la catégorie inférieure. Un regard qui disait « Alors c'est toi, la petite chose qui l'a ramenée. Amuse-toi bien. Ça ne durera pas. » Sa voix était douce comme du miel empoisonné. Félicitations. Un seul mot. Qui sonnait comme une insulte. Comme la conclusion d'un jugement déjà rendu. À cet instant, debout sur l'estrade, les papiers du divorce à la main, le silence d'Antoine résonnant dans ses oreilles, Léa a compris que tout était lié. Chaque regard, chaque murmure, chaque silence avait été une pierre posée sur le chemin qui l'avait mené ici, à cette humiliation finale et publique. Debout sur l'estrade, Léa tenait toujours les papiers du divorce dans sa main tremblante. Le silence de son mari était un abîme à ses côtés. Martine, elle, n'avait pas fini. Le spectacle ne faisait que commencer. D'un geste lent, elle s'est avancée vers le petit pupitre où reposait le micro des discours. Elle s'en est emparée.
Le léger clic de la mise en marche a résonné dans la salle comme un coup de feu. Tous les regards étaient maintenant rivés sur elle. Sur la matriarche. La reine de cette cour qui avait décidé de rendre son jugement. Elle n'a pas crié, elle n'a pas haussé la voix, et la colère, c'est pour les gens qui perdent le contrôle. Martine ne perdait jamais le contrôle. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, était glaciale. D'une clarté terrible. Chaque mot, parfaitement articulé, était destiné à blesser. Tu n'es qu'une erreur de parcours. Un accident temporaire dans la vie de mon fils. Si le silence avait été pesant, il est devenu suffocant. Un beau, collectif, étouffé, a parcouru l'assemblée. Un frisson. Ce n'était plus un drame familial privé. C'était une exécution publique. Martine a fait un pas de plus vers Léa. Elle la fixait de ses yeux d'acier. Le micro était à quelques centimètres de sa bouche. Alors maintenant, présente tes excuses. Léa a levé la tête, incrédule. S'excuser? Mais de quoi? D'avoir aimé? D'avoir cru aux promesses d'Antoine? Le regard de Martine s'est fait encore plus dur. D'un mouvement sec du menton, elle a désigné quelqu'un dans la foule. Une tache de couleur vive dans la marée des tenues sombres et pastel. Une robe rouge. Diane. La voix de Martine a de nouveau claqué dans les enceintes, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Présente tes excuses à la femme qui aurait dû, aujourd'hui, être ma véritable belle-fille. Le mot « véritable » a explosé dans la tête de Léa. Elle n'était donc qu'une imposture. Une pièce de théâtre. Une parenthèse que l'on refermait brutalement. Elle est restée là, pétrifiée. Anéantie. Incapable de bouger, de parler, de respirer. De l'autre côté de la piste de danse, Diane se tenait parfaitement droite. Les bras croisés sur sa poitrine, dans sa robe de créateur. Elle ne souriait pas, non. C'était plus subtil. Son visage affichait une expression de triomphe contenu. Elle attendait. Elle savourait chaque seconde de la déchéance de sa rivale. Léa a laissé son regard errer sur l'assemblée. Ses amis, sa famille, perdus dans la masse. Et puis les autres. Les invités d'Antoine. Les chuchotements avaient repris de plus belle. Ce n'était plus de la gêne. C'était de l'excitation. Les regards n'étaient plus fuyants. Ils étaient insistants. Curieux. Voraces. Comme des gens qui regardent un accident au bord de la route. Et puis, la dernière vague d'humiliation. La plus moderne. La plus cruelle. Un homme, à une table près de l'estrade, a sorti son téléphone. Et elle l'a levé, discrètement, mais pas assez. La petite lumière rouge de l'enregistrement s'est allumée. Puis une autre personne, un peu plus loin, a fait de même. Puis une troisième. Bientôt, dans la pénombre de la salle, de petits rectangles lumineux se sont allumés, comme des lucioles malveillantes, tous pointés vers elle. Ils n'étaient plus seulement spectateurs. Ils enregistraient sa honte. Pour la postérité. Pour la partager. Pour pouvoir la revoir. Son humiliation n'était plus un souvenir. Elle devenait une vidéo. Le temps semblait s'être arrêté. Léa était seule. Seule au milieu de 200 personnes. Seule face aux objectifs des téléphones. Seule face à la haine de sa belle mère. Et surtout, seule à côté de l'homme qu'elle venait d'épouser. Martine a reposé le micro sur son socle. Le son a grésillé un instant. Puis, avec le même calme terrifiant, elle s'est penchée. Pas pour aider Léa. Non. Pour reprendre le contrôle. Elle a ramassé une à une les feuilles éparpillées sur le sol. Elle les a rassemblées, les a tapotées sur le pupitre pour les aligner parfaitement. Un geste de bureaucrate. Efficace. Froid. Ensuite, elle a sorti un stylo de son sac. Un stylo cher, en lac noir et or. Elle a attrapé la main de Léa. Une main inerte,
glacée. Elle lui a forcé les doigts pour qu'ils se referment sur le stylo. Puis elle a posé la liasse de papier sur le pupitre, juste devant la jeune femme. Son doigt ganté de cuir fin a tapoté l'endroit où il fallait signer. Sa voix, redevenue un murmure, n'était plus pour l'audience. Elle était juste pour Léa. Un venin distillé à quelques centimètres de son visage. Signe. Et ensuite, tu sors d'ici. Discrètement. Elle ne fait pas perdre leur temps à nos invités. Nos invités. Le mot a achevé de briser Léa. Elle ne faisait pas partie de ce nous. Elle n'en avait jamais fait partie. Ses yeux, embués de larmes qu'elle refusait de laisser couler, ont fait un dernier tour de la salle. Un appel à l'aide muet. Elle cherchait un regard. Un seul. Un regard de compassion. De soutien. De simple humanité. Elle ne trouva que des visages fascinés par le drame. Des spectateurs. Personne ne bougeait. Personne ne disait un mot. Pas un seul invité n'a eu le courage de se lever et de dire « ça suffit ». Pas une seule voix pour protester contre cette cruauté. Et la peur du scandale, la peur de déplaire à Martine, était plus forte que tout. Et puis, son regard s'est posé une dernière fois sur Antoine. Son mari. L'homme du « oui, je le veux ». L'homme du « c'est toi que j'épouse », pas ton milieu social. Il était toujours là. Droit. Silencieux. Le regard obstinément fixé au loin. Comme si elle n'existait pas. Comme si toute la scène n'était qu'un petit désagrément qu'il fallait laisser passer. Son silence n'était plus de la lâcheté. C'était une condamnation. Et elle était complice. Il avait validé le plan de sa mère depuis le début. Chaque promesse, chaque baiser, chaque mot d'amour n'avait été qu'une partie de la mise en scène. C'est à cet instant précis que la tristesse de Léa a commencé à se changer en autre chose. Quelque chose de plus dur. De plus froid. Une colère silencieuse. Elle a compris. L'homme à côté d'elle n'était pas un mari. C'était un traître. Léa baissa la tête. Le stylo était lourd dans sa main. Froid. Un objet étranger. Une arme qu'on la forçait à tourner contre elle-même. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle n'arrivait pas à le tenir correctement. Elle sentait le regard de Martine sur elle, un regard impatient, dominateur. Elle sentait les 200 perdus de l'assemblée, qui attendaient la fin du spectacle. La signature. Le point final. Mais avant de s'exécuter, avant de signer sa propre condamnation, elle a cherché une dernière fois la force de lever les yeux. Son regard a croisé celui d'Antoine. Ce n'était plus une question. Ce n'était plus de la colère. C'était une prière. Et la prière silencieuse d'une femme à genoux, qui implore l'homme qu'elle aime de se souvenir de ses promesses. Une dernière chance. Un dernier appel. Dis quelque chose. N'importe quoi. Un seul mot. Juste un mot pour moi. Et finalement, il a parlé. Et sa bouche s'est ouverte. Sa voix n'était qu'un souffle. Un murmure si bas, si faible, que seule Léa, à quelques centimètres de lui, a pu l'entendre. Un murmure plein de honte. Signe, Léa. Fais-le, c'est tout. Le monde s'est effondré. S'il l'avait giflé, la douleur aurait été moins vive. S'il l'avait insulté, la blessure aurait été moins profonde. Ces quelques mots, prononcés sans même la regarder dans les yeux, étaient la trahison absolue. La plus lâche. La plus cruelle. C'était fini. Et elle n'y avait plus rien à sauver. Léa a fermé les yeux. Pour ne plus voir son visage. Pour ne plus voir la salle. Pour se réfugier une dernière seconde dans le noir, avant que tout ne bascule. Une larme a percé. Une seule chaude. Brûlante. Elle a roulé lentement sur sa joue, emportant avec elle les derniers débris de son amour et de ses illusions. La larme a continué sa course, et elle est tombée. Elle s'est écrasée en silence sur la feuille de papier posée devant elle. Juste sur la ligne en pointillé. Juste à l'endroit où elle devait apposer sa signature. L'encre de sa peine venait de marquer le document avant même celle du stylo. À cet instant précis, un frisson de dégoût a parcouru une partie de l'assemblée. La certitude est tombée,
lourde, implacable. Elle avait choisi. Elle ne venait pas de choisir sa mère contre sa femme. Elle venait de choisir le nom, le pouvoir et l'argent, contre l'amour. Il venait de prouver qu'il n'était rien de plus qu'un lâche. La pointe du stylo. À 1 millimètre du papier. Une signature, et tout serait terminé. L'humiliation serait validée, signée de sa propre main. Le temps s'est figé dans cette seconde interminable. Et soudain, boum! Un bruit sourd, puissant, qui a fait sursauter tout le monde. Les 2 grandes portes du fond de la salle de réception venaient de s'ouvrir à la volée, comme poussées par une force invisible. Tous les visages, jusqu'alors tournés vers l'estrade, se sont retournés d'un seul bloc. Un homme se tenait sur le seuil. Et la cinquantaine, grand, imposant, dans un costume sombre parfaitement coupé qui respirait l'autorité. Il n'avait rien d'un invité égaré. Son visage était grave, déterminé. Juste derrière lui, un pas en retrait, se tenait un homme plus jeune, une mallette en cuir à la main. Un avocat, de toute évidence. Le directeur du domaine, qui se tenait près de l'entrée, s'est immédiatement précipité vers eux, l'air paniqué. Mais l'homme au costume l'a ignoré d'un simple regard. Il a commencé à avancer dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur le parquet. L'avocat le suivait, comme son ombre. Martine a fusillé les nouveaux venus du regard. Son spectacle était interrompu. Son autorité, bafouée. Son visage s'est durci. Que faites-vous ici? Personne ne vous a invité. Sa voix était un sifflement de vipère. L'homme ne lui a pas accordé la moindre attention. Il a continué d'avancer, son regard balayant la salle avant de se fixer sur l'estrade. Sur le drame qui s'y jouait. L'avocat, lui, a fait quelque chose d'étrange. Il n'a pas regardé Martine. Il n'a pas regardé Léa, la victime au centre de la scène. Son regard s'est posé directement sur Antoine. Le mari silencieux. Le traître. Puis, il a eu un lent, très léger, hochement de tête. Un signe. Un signal convenu. Un courant d'air glacé a semblé traverser la salle. L'atmosphère venait de changer. Brutalement. La tension n'était plus la même. La certitude avait changé de camp. Quelque chose d'imprévu venait de se produire. Personne, à commencer par Martine, ne comprenait ce que cela signifiait. Alors que l'avocat et l'homme en costume se tenaient immobiles, comme des statues de granit au milieu de la salle, Antoine a bougé. Lentement. Elle a fait un pas en avant, se plaçant juste devant Léa, comme pour la protéger. Un bouclier humain. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il a planté son regard dans celui de sa mère. Pas un regard fuyant. Pas un regard de lâche. Un regard dur, froid, impénétrable. D'un geste lent, il a pris la liasse de papier des mains de Léa. Il a pris le stylo. Et il les a laissés tomber sur le sol. Sa voix, quand il a parlé, n'était plus un murmure. Elle était calme, posée, mais elle portait une autorité que personne dans cette salle ne lui avait jamais entendue. Ce papier n'a aucune valeur. Un souffle a parcouru l'assemblée. Stupéfait. Martine a froncé les sourcils, un éclair d'incrédulité et de fureur dans les yeux. Son fils osait la défier? Devant tout le monde? Antoine a continué, balayant la salle d'un geste large. Tout ce que vous voyez ici. Ce mariage. Le contrat avec le traiteur, la location de ce domaine, l'acte qui est passé devant le maire ce matin, tout a été organisé et financé par moi. Et moi seul. Un silence de mort. Martine a esquissé un sourire méprisant. Avec l'argent de la famille, tu veux dire. Ne sois pas ridicule. C'est à ce moment que l'avocat, resté en retrait, s'est avancé. Sans un mot, il a posé sa mallette sur la table d'honneur la plus proche, et l'a ouverte. Le clic des serrures a résonné comme un coup de marteau de juge. Il a sorti un document, et sa voix, professionnelle et sans appel, a tranché le silence.
Il s'adressait à Martine, mais parlait pour que tout le monde entende. Madame. Le domaine de la Chênaie appartient à une société holding. Et depuis 6 mois, le président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de cette holding, c'est Monsieur Antoine. Juridiquement, vous êtes chez lui. Le coup a été dévastateur. Le masque de fer de Martine s'est fissuré. Elle est devenue livide. Ses lèvres tremblaient légèrement. Le pouvoir, le vrai, celui des actes notariés et des statuts de société, venait de lui être arraché. Un peu plus loin, Diane, la prédatrice en robe rouge, a fait un pas en arrière. Instinctivement. Comme si elle venait de toucher une clôture électrique. Le silence qui est tombé à cet instant était 1000 fois plus lourd, 1000 fois plus violent que toutes les insultes qui avaient précédé. C'était le silence de la défaite. Antoine n'a pas quitté sa mère du regard. Le fils docile et soumis avait disparu. À sa place se tenait un homme. Le chef de famille. Il a fait un signe de tête à l'homme en costume qui avait fait irruption dans la salle. Celui-ci s'est approché de l'estrade, se plaçant respectueusement en retrait d'Antoine. La voix d'Antoine est tombée, sans appel. Il s'adressait à sa mère, mais sa sentence était publique. Mère. Votre rôle dans cette famille, tel que vous l'avez conçu, s'arrête ici. Je vous demande de quitter cette réception. Maintenant. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre d'expulsion. Martine a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de sa vie, elle était sans pouvoir. Dépossédée. Humiliée sur son propre terrain, devant les gens qu'elle avait invités pour assister à son triomphe. Puis, le regard d'Antoine s'est tourné vers Diane. Il ne lui a même pas adressé la parole directement. Il a parlé à l'homme de la sécurité, comme si elle n'était qu'un objet à déplacer. Raccompagnez mademoiselle à la sortie. Sa présence n'est plus souhaitée. L'homme en costume a fait un pas vers la femme en robe rouge. Elle n'a pas attendu qu'il la touche. Le visage décomposé par la rage et l'humiliation, elle a tourné les talons et a traversé la salle, la tête basse, sous le regard médusé des invités. Enfin, Antoine s'est tourné vers elle et elle lui a pris doucement la main. Une main encore glacée de peur. Il a levé son regard vers l'assemblée. Les regards se sont baissés. Les chuchotements s'étaient tus. Les visages, tout à l'heure si curieux et cruels, étaient maintenant remplis de gêne et de peur. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, filmaient la scène avec leur téléphone, le rangeaient maintenant dans leur poche, avec une lenteur coupable. Tous évitaient le regard de Léa. Le regard de celle qu'ils avaient jugée si vite, et qui se tenait maintenant au bras du seul véritable maître des lieux. Personne ne s'est excusé. Et elle n'y en avait pas besoin. Le silence, soudain, disait tout. Et la vérité, exposée en pleine lumière, était un verdict bien plus puissant que n'importe quel mot. Antoine s'est tourné vers elle et elle a ignoré le reste de la salle, les visages déconfits, sa mère pétrifiée, comme s'il n'existait plus. Et elle n'y avait plus qu'elle. Il a pris sa main, celle qui tenait le stylo quelques instants plus tôt, et l'a serrée doucement dans les siennes. Un geste simple. Un ancrage. Il n'y a pas eu de démonstration de force. Pas de vengeance humiliante. Pas de discours triomphant. Cela aurait été se rabaisser à leur niveau. Il a simplement regardé sa femme, et sa voix, basse mais parfaitement claire, a porté dans le silence absolu de la salle. Il ne s'adressait qu'à elle, mais chaque mot était un verdict pour les autres. Tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu étais à ta place. Il a fait une pause, son regard balayant une dernière fois l'assemblée. C'est la vérité qui vient de le faire. Et face à elle, leur silence est leur seule honte. Puis il l'a regardée, un léger sourire aux lèvres, et a ajouté, juste pour elle, bienvenue dans ta maison, Léa. La caméra, si elle avait été là, se serait attardée sur le visage de la jeune mariée. Ses mains ne tremblaient plus. La peur avait disparu de ses yeux. Et la tristesse s'était effacée. À la place,
il y avait autre chose. Une force tranquille. Une dignité retrouvée. Le calme absolu de celle qui a affronté la pire des tempêtes, et qui est restée debout.